Bonjour à tous, je suis Jonathan Leroy, ingénieur solution pour Alfresco et aujourd'hui je vais vous faire une présentation des nouveautés d'Alfresco alors qu'elles soient récentes ou pour le futur dans les 6 prochains mois, 1 an. Alors on parle beaucoup depuis 5 ans de la transformation numérique, je ne vais pas revenir là-dessus. Il y a quand même un domaine dans lequel il est bien réel, c'est quand même la gestion de contenu, puisqu'on est passé dans les années 90 d'une gestion de courrier, d'une gestion de papier, de fax, à une numérisation via des scanners. On a eu beaucoup de projets aussi dans les années 2000, de courrier entrant, de gestion aussi des factures. Et puis, on l'a vu ce matin, que ce soit à la ville de Marseille, à Bordeaux, comment est-ce qu'on arrive à suivre ce courrier ou ces papiers qui a été dématérialisé grâce à des processus en interne pour suivre la facturation, pour suivre des notes internes. Et puis maintenant qu'on a ça, on est aujourd'hui, nous en tant qu'éditeurs, on a l'envie de vous proposer maintenant des solutions plus intelligentes qui puissent automatiser ces choses. Alors d'abord, il faut passer à la gestion des processus, mais une fois qu'on en est là, comment est-ce qu'on peut ajouter une réelle transformation numérique via peut-être de l'intelligence artificielle, via de l'automatisation, via des choix qui peuvent être faits par la machine. Donc, partant de ce constat, ce qu'on fait chez Alfresco pour construire la roadmap, c'est qu'on va aller définir les grands points stratégiques et dès lors, on va aller définir des fonctionnalités. Donc, les 4 grands points qu'on va avoir, c'est le premier, déjà, dématérialiser les processus de l'entreprise. C'est-à-dire que vous avez mis en place Alfresco, Content Services, la partie gestion de contenu. Maintenant, comment est-ce qu'on traite cette information et comment on l'analyse? C'est-à-dire qu'une fois qu'elle s'est passée, comment on arrive à savoir les délais de traitement, les délais de gestion des factures, etc. Et comment on va réussir, deuxième point, à la diffuser, alors soit dans vos différentes collectivités, soit sur un territoire national, voire même mondial. Donc comment est-ce qu'en Asie, j'ai accès à la même donnée qu'aux États-Unis et en France? Une fois que j'ai mis en place tout ça, mes processus sont prêts. Il va falloir que je mette à disposition des utilisateurs finaux une solution moderne, évolutive et simple à utiliser. Et par la suite, une fois que j'ai tout ça, je vais pouvoir rajouter l'automatisation. Donc on va passer sur ces différents thèmes pour voir les fonctionnalités récentes et futures d'Alfresco par rapport à ces thèmes stratégiques qui ont été définis par notre Product Management. Donc vous avez tous besoin de gestion électronique documentaire, mais vous n'avez pas tous exactement les mêmes besoins. On a vu ce matin des notes internes, de la facture, des courriers entrants. Ça, c'est des besoins très classiques qu'on a chez Alfresco. Maintenant, chez Airbus, par exemple, ils vont aller stocker des données de vol qui ne sont pas des contenus documentaires, pas des Word ou des PDF. Sont des documents qui font plusieurs gigas et qui doivent être stockés, versionnés, audités pour savoir ce qui s'est passé. Et le jour où on a un problème, pouvoir retrouver ces données. Donc on a des besoins qui peuvent être complètement différents et c'est pour ça que nous, on vous apporte une approche de plateforme en disant on vous donne un cœur sur lequel vous allez pouvoir construire une solution sur mesure et adaptée à vos besoins. Donc ce qu'on appelle Alfresco classiquement depuis une dizaine d'années se nomme plutôt au terme marketing d'Alfresco Content Services. Donc toute la partie gestion de contenu avec la partie Alfresco Share. On a une autre partie qui s'appelle Alfresco Process Services, qui est un moteur de BPM, je vais revenir dessus, pour gérer tous les processus, y compris des processus qui ne soient pas documentaires. J'ai un nouvel arrivant, comment est-ce que je gère ses accréditations, son nouveau PC, dans quel service il va être, et peut-être que je vais produire un document à la fin qui sera versionné et géré dans Content Services. Alors, ce qui vient d'être dit, c'est que Alfresco ne fait pas de SAE. C'est vrai, dans le sens où on n'a pas la valeur probatoire avec le tampon. De toute façon, en France, pour pouvoir faire ça, il faudra avoir un audit fait directement par l'AFNOR, avec une validation, une accréditation qui sera faite au cas par cas pour chacune des entreprises. Donc, on ne pourra pas de toute façon vous fournir ça. Par contre, on va vous accompagner à ça. Donc, on parlait d'archivage intermédiaire. On est plutôt là-dessus, sur comment est-ce qu'on est sûr qu'on a bien les bonnes métadonnées, qu'on a bien conservé avec les bons droits d'accès et qu'on n'a pas de suppression avant une certaine période. Par la suite, cela va pouvoir être déversé vers les archives départementales, nationales ou dans un SAE directement ou envoyé vers un tiers archiveur. Ces 3 applications sont exposées via des API
qui permettent de construire, alors soit via des connecteurs que vous auriez déjà, soit via des intégrations spécifiques que l'on fournit, type Salesforce ou SAP. Et puis, par-dessus, vous allez pouvoir créer des interfaces. Alors, soit celles qu'on fournit, vous connaissez Alfresco Share évidemment, Alfresco Process Services a aussi son interface, et maintenant, on vous fournit des briques pour construire une interface sur mesure pour les métiers. Une fois qu'on a tout ça en place, on va pouvoir analyser les choses via Insight Engine pour savoir combien j'ai de documents, qu'est-ce qui s'est passé, quels sont les services qui utilisent le plus les documents, à quelle époque, combien j'ai de contrats, etc. Donc ça va pouvoir être analysé via Insight Engine. Et enfin, cette installation peut se faire chez vous ou sur du cloud ou avec un mix, avec mise à disposition pour les partenaires d'une plateforme cloud, mais je garde les documents chez moi. Donc, en conséquence, nous avons un cœur qui ne bouge pas, qui est toujours le même, structuré, que vous allez pouvoir faire évoluer. Mais par-dessus, vous pourrez construire des applications sur mesure pour vos métiers et être déployées sur différents environnements. Avant de démarrer, je suis obligé de le faire, cette présentation n'est pas un engagement d'Alfresco. Si je donne des dates, voilà, c'est pas un engagement formel, je me dois de le faire. Donc voilà, c'est dit. Donc sur la dématérialisation des processus, je voulais juste vous demander avant, qui utilise aujourd'hui Alfresco Process Services pur, sans parler d'activity à l'intérieur de Content Services, mais vraiment, vraiment le moteur de processus de design. Je m'en doutais un petit peu. Pas grand monde, voire personne. Donc je voulais en parler. Donc à l'intérieur d'Alfresco Content Services, vous avez un moteur Activity qui a été sorti pour faire une solution complète. Elle est beaucoup plus étoffée et elle va vous permettre de dire, comme on fait un petit peu des fois avec les ateliers, avec les métiers, qu'est-ce que vous faites? Vous avez peut-être un citoyen qui vous envoie des documents, ça va être stocké directement dans un répertoire, vous avez un gestionnaire qui va l'analyser, puis le traiter, peut-être redemander des pièces constitutives, et puis à la fin, on va générer un document, un certificat, un passeport ou je ne sais quoi, et envoyer un mail ou appeler une API vers votre plateforme pour dire « oui, votre passeport est prêt » ou « oui, votre demande a été générée ». Eh bien ça va pouvoir être fait directement sur l'interface en faisant un glisser-déposer de chacune des étapes, avec l'envoi de mail, l'appel d'API, le formulaire pour valider que la demande a été faite, la génération du document. Tout ça en glisser-déposer. Via une interface qui sera remplacée, donc c'est aussi une des nouveautés. Ça, c'est l'ancienne interface sur laquelle vous voyez, alors on ne voit pas forcément très bien, mais en gros, sur la gauche, j'ai mes tâches utilisateurs, mes tâches d'email, et puis mes différentes étapes que je vais pouvoir mettre à disposition des différents utilisateurs et différents groupes. Comme je vous disais tout à l'heure, ça peut utiliser du contenu, mais ça peut ne pas utiliser du contenu, ça peut être des processus sans gestion de contenu ou qui vont générer à la fin un document. Le formulaire utilisateur est aussi designé directement en drag and drop avec les différents champs. J'ai besoin à un moment d'avoir une date, de remplir le service à laquelle ce processus va être attribué, cette tâche va être attribuée. Et donc ça va être fait directement sur l'interface utilisateur. À la fin, une fois que j'ai déroulé pas mal de processus, ça c'est pas un produit Alfresco, ça s'appelle Kibana. C'est un produit open source qui permet d'analyser des données. Et donc, par exemple, j'ai énormément de processus qui ont été joués et je vais savoir dans quel service j'ai le plus de données qui sont passées, peut-être les temps de traitement aussi, pour pouvoir me réorganiser et dire ce processus-là, il y a trop d'étapes, ou il n'y a pas assez d'étapes, ou il dure 10 jours alors que j'ai un engagement de 2 jours. Donc, pourquoi et à quelle étape ça bloque et comment je vais pouvoir me réorganiser. J'ai parlé de l'analyse des données sur la partie processus. On va pouvoir aussi le faire sur la partie contenu. On a le repository Alfresco Content Services. Dessus, vous avez un moteur d'indexation qui s'appelle Solar. Donc ça, c'est classique. La plupart du temps, ce que font les éditeurs, c'est qu'ils vont vous faire ce qu'on appelle un ETL, c'est-à-dire extraire les données, le mettre dans un environnement big data pour aller pouvoir faire des requêtes. C'est assez lourd à mettre en place. Vous n'aurez les informations que de la veille puisqu'il faut les avoir extraites. Mais si vous avez des millions d'informations, c'est souvent ce qui est fait. Nous, on a la chance d'avoir le moteur d'indexation Solar qui est suffisamment performant et sur lequel on va pouvoir réussir à faire des requêtes. Et l'outil dans l'informatique pour faire des requêtes, c'est plutôt le SQL. Et donc, on a fait un moteur de traduction pour du SQL. Donc, si vous avez des personnes chez vous qui connaissent déjà le SQL ou des outils compatibles SQL pour faire du reporting,
vous allez pouvoir analyser et interroger Alfresco en disant combien j'ai de documents qui comportent telle métadonnée dans le temps, comment est-ce que ça évolue, et savoir quels services peut-être sont les plus utilisés. Donc on met aussi à disposition, donc, via ce moteur Insight Engine, des interfaces, une qui s'appelle Zeppelin, qui n'est pas un outil Alfresco, qui est un outil utilisé par l'analytics, les gens qui font du reporting. Et donc là, on voit, c'est pas très grand, mais en gros, sur la gauche, en haut à gauche, c'est le nombre de documents par an. Donc on voit que ça évolue. En 2014, on en avait très peu, et en 2017, on en a énormément. Donc on voit comment ça peut évoluer. Plutôt que de dire bah, j'ai bien des documents, je sens bien que ma GED évolue, mais je ne sais pas dire comment. Là, au moins, c'est formel et ça peut être généré à la volée directement en 5 minutes. Enfin, c'est même direct au moment où je clique. Après, j'ai suivant les métadonnées où je vais classer via des histogrammes ou via des camemberts les différents chiffres. Sur la droite, ce qu'on voit, c'est le nombre de fichiers qui vont être détruits dans AGS, donc Governance Services. Donc, je ne l'ai pas dit, il s'appelait Record Management avant, RM, si vous l'aviez connu avant. Et donc, je vois qu'ici, je n'ai pas de document de destruction avant 2024. Et en 2024 et 2025, je vais avoir énormément de destruction, et donc, ou de transfert, en tout cas, vers les archives, qui me permettent de savoir à peu près comment je vais pouvoir gérer mon patrimoine documentaire. Maintenant que j'ai mes données, que je sais les analyser, comment est-ce que je les déploie à énormément de personnes? On va faire le parallèle avec l'industrialisation et l'envoi de matériel. Dans les années 50, quand vous envoyez n'importe quoi, une chaise, une voiture, un vélo, il fallait l'emballer, le mettre sur un bateau. Vous saviez à peu près quelle taille il faisait, mais alors pour les empiler, c'était pas possible. Pour l'envoyer sur un bateau, sur un camion par la suite, il fallait le déplacer, et chaque chose était prise une par une avec son poids, sa taille, et c'était un petit peu compliqué. Dans les années 50-60, il y a un Américain qui a eu une idée, c'est de dire tout bêtement, on va faire un conteneur, c'est standardisé, et ce même conteneur qui marche sur tous les bateaux va pouvoir être mis par la suite sur les camions. Et donc, peu importe que j'envoie un vélo ou une voiture, je sais juste qu'à l'intérieur, enfin, je ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur, mais je connais juste la taille et je sais que je vais pouvoir le transporter. Et donc, ce parallèle, alors là, pour le coup, c'est un Français, il y a 4-5 ans, qui a eu l'idée de transcrire ce mécanisme dans l'informatique en disant une même application, je ne veux pas savoir laquelle c'est, que ce soit Process Services, Content Services ou un Liferay ou n'importe quel portail que vous pourriez avoir, je le mets dans un conteneur. Et derrière, mes équipes d'infrastructure, elles, s'occupent juste de gérer des conteneurs. Et donc, elles vont pouvoir déplacer d'un environnement de développement à un environnement de prod ou instancier une nouvelle application en déployant un conteneur et non plus en déployant une application et en connaissant chaque petit paramètre et chaque petite brique composante du conteneur. Si on fait le parallèle avec Alfresco, je vous passe le détail de la base de données du système de fichiers, mais en gros, j'ai déployé une application Alfresco Content Services où j'ai installé une par une chacune des briques. Et puis demain, on me dit, oui, mais il y a beaucoup de recherches, donc je dois installer un nouveau serveur pour le Search and Insight pour pouvoir requêter mon interface. Et puis, on me dit, la présentation était pas mal sur la partie AGS, donc je vais faire l'acquisition de Governance Services. Et donc, je crée une nouvelle... J'alloue une nouvelle VM, je monte la partie Solar, la partie Java et tout ce qu'il y a à intégrer. Et puis derrière, on me dit, moi je veux Process, donc j'achète Process et puis je monte ça. Et puis on me dit, ouais, mais Process, j'en ai besoin qu'en fin d'année, je ne vais pas payer, je ne vais pas allouer une VM tout le temps, donc je voudrais pouvoir la débrancher. Donc chaque personne, sur chaque application, va aller se connecter, démarrer et arrêter l'instance, peut-être même le week-end pour gagner en coût d'électricité et en coût de stockage. Et donc, on rajoute des scripts. Et à chaque fois que vous voulez avoir une nouvelle instance, vous allez réinstaller tout ça. Ça, c'est assez pénible à faire. Et donc, ce qu'on va faire, c'est que nous, chez Alfresco, on vous livre déjà le conteneur, déjà paramétré. Vous pourrez le modifier. Mais ce que ça va vous permettre de faire, c'est de dire le jour où j'ai besoin d'une nouvelle gestion de contenu, j'instancie directement mon instance Docker. Elle va se relier avec les autres instances et on va pouvoir avoir un environnement rapidement clusterisé. Et on l'a vu au ministère des Finances où on est aujourd'hui le 4 juin, quand tout le monde va remplir ses impôts à 23h59, c'est quand même assez intéressant de pouvoir déployer des conteneurs sans avoir à chaque fois à allouer une nouvelle instance, à démarrer chacune des instances. Et donc c'est ce qu'on va pouvoir faire
grâce au conteneur. Je sais que je démarre un conteneur, je ne sais pas après ce qu'il y a à l'intérieur, mais ça va être quand même beaucoup plus simple. Derrière, on va aller mettre à disposition les API pour que vous puissiez ouvrir ces conteneurs via des interfaces utilisateurs. Alors là, j'ai différents types d'interfaces, de la gestion collaborative, la gestion de processus, une ouverture pour un partenaire. Mais tout ça, derrière, c'est toujours le même cœur qui est utilisé. Pour administrer ces conteneurs, vous avez un outil avec lequel Alfresco est compatible, qui s'appelle Kubernetes. Lui, il va servir à administrer un petit peu tout ça. Par exemple, si mon CPU est en train d'être utilisé à 100% depuis 10 minutes, peut-être qu'il faut lancer une nouvelle instance de contenu. Et donc ça, il le sait tout seul et il vous crée la nouvelle instance. Si j'ai la mémoire qui est trop forte pour la recherche, parce que tout le monde est en train de faire plein de recherches, j'instancie une nouvelle instance de search. Et donc, c'est Kubernetes qui s'en occupe. Ces technologies, en fait, elles sont issues du cloud. On a des partenariats, nous, privilégiés avec AWS. Maintenant, vous pouvez très bien les utiliser chez vous. Ce n'est pas une obligation d'utiliser AWS. C'est les mêmes technologies qui sont ouvertes, standards, open source. L'avantage avec AWS, c'est que nous, on met à disposition des accélérateurs. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, si vous me laissez une demi-heure, je peux démarrer toutes les instances de content, de process, de governance services dans un cloud avec des performances qui vont être énormes. Là où il faudrait 2-3 jours pour quelqu'un qui s'y connaît, maintenant, il faudrait plutôt une demi-heure, 3/4 d'heure. Voilà. Donc, on a un gain de temps et de performance aussi. On a vu comment les déployer, on a vu qu'on avait les informations. Maintenant, qu'est-ce qu'on met à disposition des utilisateurs? C'est aussi ça le plus important. Et donc là, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on n'a pas une application pour tout le monde, même si Alfresco Share est quand même très utilisé. Ce qu'on veut, c'est que vous fassiez une application disponible pour vos métiers et pour chacune des personnes. Et donc, on met à disposition des briques. Alors, un petit peu comme des briques de Lego, on a ici une mire de login, un affichage des workflows. Et en bas, c'est une brique de gestion de contenu, la librairie documentaire, comment est-ce que je l'affiche avec ces différentes métadonnées. Vos développeurs prennent ces briques, les assemblent pour construire une application sur mesure. Comme on sait que ça peut être compliqué pour les développeurs ou que vous ne souhaitez pas construire vous-même ces briques, on supporte aussi une application déjà avec les mêmes briques depuis mars, ou une application qui s'appelle Digital Workspace qui a quelques fonctionnalités en commune avec Alfresco Share, qui va en avoir de plus en plus pour la gestion collaborative, la gestion des espaces, comment je gère les contenus, et qui prochainement va aussi gérer les processus. On a 150 briques à peu près. Donc ADF, ce sera présenté cet après-midi à 14h. Donc, vous reviendrez dessus. Donc ça, c'est l'application Digital Workspace pour la gestion de contenu, avec là, sur un clic droit, les différentes propriétés qu'on va pouvoir avoir, sur télécharger, versionner, voir les permissions, mettre à jour, éditer en ligne, visualiser. Voilà, des choses assez classiques. Cette application est responsive design, ça veut dire que, contrairement à Share, si vous la mettez directement sur un mobile, ça devrait fonctionner normalement. Elles sont testées pour ça. Là, c'est la visualisation des métadonnées sur le côté droite. Et là, j'ai repris ces mêmes briques, et c'est une démonstration que j'ai faite. Ce n'est pas du tout sur mise en production, c'est juste pour vous montrer en 10 minutes ce que j'ai fait. C'est que j'ai changé le fond avec la même brique. J'ai changé le logo qu'il y avait de base d'Alfresco. Donc, c'est des propriétés, c'est du paramétrage, pas du développement. Et j'ai fait une interface pour une démo pour Airbus. Et la même application avec le même menu se retrouve ici, un petit peu customisé, avec ici un affichage du processus, de savoir combien de temps on a mis. Donc la première étape, qui est une étape de mail, est très rapide. On voit que la validation et la signature est plus longue, et puis que par la suite, l'archivage est directement fait, puisque c'est fait par l'outil informatique, donc il n'y a pas de validation à faire, c'est beaucoup plus rapide. Voilà le type d'interface qu'on va pouvoir faire. Les briques ici utilisées, en haut à gauche le titre, le menu, à gauche le menu, les onglets en haut. Tout à droite la recherche, le nom de l'utilisateur et la brique de changement de langue. Donc en fait tout ça, ce sont des briques, comme des briques de Lego, qu'on assemble pour faire une application sur mesure. Sur la même plateforme, je mets à disposition 3 interfaces différentes. La première, c'est une application pour les drones aux États-Unis qui est utilisée en production, sur comment je fais voler mon drone, à quelle heure, quel type de drone.
et puis dans quel état, à quel endroit. Et ça, c'est validé directement sur ADF. L'application juste à côté, c'est pour visualiser des radiographies dans le temps, basées exactement sur le même menu, c'est juste pas les mêmes couleurs et il y a eu un composant Angular qui a été rajouté, mais c'est la même chose. Et à droite, c'est aussi en production, c'est l'un des plus gros fournisseurs de textiles chinois, peut-être le plus gros mondial, qui met à disposition le catalogue de ces textiles directement en ligne. Donc 3 applications de gestion de contenu, 3 applications de gestion de processus, faites avec les mêmes briques, mais alors des besoins qui sont complètement différents. Petit à petit, la gestion de processus va être migrée à l'intérieur d'ADF pour pouvoir faire et customiser son processus directement dans ADF. Ce n'est pas encore fait, c'est plutôt 6 mois, 6-8 mois pour le réaliser, mais c'est plutôt vers ça qu'on tend, c'est-à-dire reprendre les différentes briques qu'on avait développées pour qu'elles soient disponibles en tant que briques ADF, directement native, responsive design, moderne et intégrable. Vous allez me dire, et Alfresco Share? Donc c'est une interface principale pour les utilisateurs depuis à peu près 10 ans. Tous nos administrateurs l'utilisent, 70% de nos clients l'utilisent. Ça veut dire que 30% ne l'utilisent pas aussi. Ils utilisent Alfresco sans avoir Share. Pour nous, c'est trop important pour directement le décommissionner. On le supporte au moins jusqu'en 2020. Maintenant, forcément, je vous dirais, si vous avez un nouveau projet qui n'utilise pas du collaboratif, essayez de ne pas partir sur Share. Partez plutôt sur un ADF ou sur des nouveaux composants. Maintenant, voilà, Share n'est pas forcément le futur d'Alfresco, mais tellement utilisé qu'on va continuer de le supporter. Pour aider les développeurs et construire ces interfaces modernes, on a refait le site pour les développeurs, dédié aux développeurs. Il est plus à jour, plus moderne et il est plus facile de trouver des informations. Un autre type d'interface, ce n'est pas vraiment une nouveauté, elle commence à dater un petit peu, mais je ne suis pas sûr que vous l'utilisiez. Pour moi, ça peut être intéressant. C'est le fait de synchroniser ses contenus directement sur son poste sans avoir à aller à l'intérieur d'Alfresco et de l'interface web. C'est-à-dire que vous installez un client lourd, assez classique, un petit peu comme Drive chez Microsoft, ou la même chose chez Google aussi, où vous installez une application, vous synchronisez les dossiers, vous avez accès à Alfresco directement, même si vous n'êtes pas dans le réseau, et le jour où vous retrouvez le réseau, cette application va vous s'occuper de synchroniser les informations. Donc ça, voilà, c'est pas une nouveauté, mais je ne suis pas sûr que ce soit très utilisé, alors que pourtant ça peut servir. La nouveauté, c'est le multilingue et puis la gestion des archives, puisque personne n'a envie vraiment d'archiver. Donc il y a juste à déposer le fichier, c'est tout, il n'y a rien d'autre à faire. C'est quand même beaucoup plus simple. Dans la modernisation aussi de la plateforme, on va avoir l'optimisation des coûts de stockage. Aujourd'hui, vous avez votre cœur qui est ici en vert, Java, dans laquelle vous avez relié une base de données, un système de fichiers, un moteur d'indexation, et puis le nouvel outil pour se synchroniser, donc, qui s'appelle Identity Service, et qui permet de gérer les nouvelles authentifications type OAuth, SAMLv2, etc. Et donc, quand on commence à avoir pas mal de contenu, certainement comme vous, on va pouvoir déléguer la gestion de contenu à différents disques. Par exemple, sur du SSD, je vais mettre des contenus qui sont très utilisés, sur des disques rapides. Sur des disques lents qui me coûtent moins cher, sur des bandes, je vais pouvoir mettre mes autres contenus qui sont archivés et déplacer ce contenu. Donc ça, ce n'est pas une nouveauté. La nouveauté, c'est de pouvoir avoir des connecteurs directement vers Amazon pour dire sur du S3 ou sur du Glacier, qui est un autre type de stockage Amazon, je vais pouvoir le stocker. Ça va me coûter beaucoup moins cher. Alors, je sais que Amazon, sur des collectivités, ce n'est pas forcément très utilisé. Juste pour vous faire réfléchir un petit peu, sur Paris, vous avez les serveurs qui ont toutes les normes françaises possibles pour pouvoir stocker le contenu. Et sur du Glacier, par an, 1 giga, ça coûte 50 centimes. Donc c'est donné, c'est rien du tout. Et on a donc ici, j'ai un tableau pour un petit peu voir, pour réfléchir un petit peu à ce que ça peut donner. Sur 10 Tera de stockage, si je le stocke chez moi, c'est des données Amazon, ça vaut ce que ça vaut, mais vous pouvez le calculer vous-même, en électricité, en coût de personnel, en coût de maintenance, en changement de disque, ça me coûte 23 000 $ par an. Si je le fais sur du S3, ça me coûte 2 000 $, et sur du S3 plus à 3/4 sur d'autres technologies Amazon, IA ou Glacier, ça me coûte 2 fois moins cher, avec 1 858 $ et 1 000 $ par an.
si j'ai 300 Tera, une facture de 7 millions va passer à 1 200 000. Donc forcément, ça fait réfléchir, même après c'est des coûts de risque et de sécurité, on n'est plus du tout là sur la technologie, mais il faut savoir qu'en tout cas c'est possible de le faire avec la plateforme. Le dernier thème, et je terminerai par celui-ci avant que vous puissiez aller manger, le service commun de transformation. Donc aujourd'hui, à l'intérieur d'Alfresco, vous avez un service pour transformer les PDF, pour extraire les métadonnées. Celui-ci est déjà inclus dans le long content. On va l'externaliser et on va permettre qu'il soit transversal, toujours dans une logique de plateforme, de microservices, pour qu'il soit utilisé aussi par les services de processus. Donc le jour où j'ai un document, une pièce justificative qui est envoyée, qui est en format image, je vais pouvoir la transformer peut-être en PDF et extraire les contenus et les métadonnées qu'il y a à l'intérieur. Donc sur un cas ici classique, j'ai une facture qui arrive, elle est envoyée dans Content Services, elle descend ici, et puis elle est envoyée pour la transformation. Alors les contenus que vous voyez à droite, on voit bien, ouais. ImageMagick pour transformer les images, LibreOffice pour transformer du Word, PDF Renderer, le PDF, et extraire des métadonnées avec Apache Tika. Ça va me permettre de générer un PDF et de le stocker dans le système de fichiers avec. Donc là, le jour où j'ai beaucoup de demandes sur la transformation, avant, j'étais obligé de créer une nouvelle instance d'Alfresco à chaque fois que j'en avais besoin. Aujourd'hui, c'est juste créer un nouveau conteneur Docker. Maintenant qu'on parle le même langage, c'est juste démarrer un conteneur Docker, ou 2, ou 3, ou 10, pour gérer les transformations, le jour où j'ai énormément de transformations, et puis les éteindre par la suite pour pas que ça me coûte grand-chose. On va pouvoir utiliser cette même technologie pour s'appuyer sur les services d'Amazon pour l'IA, l'intelligence artificielle, avec 3 services Amazon qui me permettent aussi de récupérer l'information qui est produite dans mon contenu. Alors le premier, c'est Extract, qui me permet d'extraire du texte à partir d'une image. Donc plus besoin d'avoir le scanner, plus besoin d'avoir le CR directement sur chacun des scanners. Je mets mon contenu, Amazon s'occupe de le récupérer, récupère les données sur ma carte d'identité, récupère les informations sur les factures et me dit c'est telle personne qui paye tel montant, etc. Donc ça va être une numérisation, un OCR. Comprehend va aller, lui, comprendre les données en disant j'ai compris que c'était telle entité qui payait à telle entité, ou peut-être sur un contenu, il va aller enrichir de métadonnées parce qu'il va réellement comprendre le texte qui a été généré. Donc oui, ça peut être sur une pièce d'identité, comprendre que le nom est bien le nom et qu'on n'est pas en train de scanner autre chose. Et puis le troisième, c'est Recognition, qui lui se base sur des images et des vidéos pour avoir par exemple la détection de visage et savoir que sur un passeport, on a bien la bonne personne puisqu'on va la comparer à une carte d'identité, ou directement enrichir de métadonnées une photo. Je suis sur le terrain, je viens de faire une inspection d'un tuyau, et puis ici il y a une anomalie. Eh bien tout seul, il va les reconnaître, puisque j'en ai fourni pas mal, que là on a une anomalie, et le jour où je vais rechercher les mêmes anomalies avec les mêmes types de tuyaux, il va me le taguer que c'est une photo en extérieur, prise à tel endroit, et avec une anomalie. Et donc derrière, je n'ai pas besoin de catégoriser toutes mes informations, puisque c'est directement Alfresco, qui se repose aussi sur les services d'Amazon, qui va me générer tout ça. Ça veut dire qu'en base de données, je vais avoir les informations, et dans mon moteur d'indexation, ce qu'on voit ici, je vais aussi avoir les informations. Donc plus besoin d'avoir à tout catégoriser et avoir toutes les informations. Donc en conclusion, le futur pour la transformation, c'est déjà dématérialiser les processus de l'entreprise, ce qui va permettre de nous propulser pour avoir une croissance de l'infrastructure, c'est-à-dire le distribuer sur différents environnements, ou pouvoir au moins croître en volumétrie de données. Les passagers à l'intérieur de ma fusée, eux, vont utiliser les applications ADF sur mesure, qui vont répondre à leurs besoins, modernes, simples. Et puis, enfin, la tête de la fusée, c'est l'ajout de la transformation, l'avantage de la transformation digitale et utiliser les technologies d'intelligence artificielle. Voilà pour moi. Je ne sais pas si vous aviez des questions par rapport à ça. Ou si vous aviez faim. Je vais reprendre ta citation. Oui.
Christophe. Oui, on dit souvent que sur le web et dans les technologies, quand quelque chose n'est pas cher, c'est que c'est nous le produit. Donc je me pose la question sur Amazon et sur les engagements de confidentialité et de non-exploitation. Quelles sont les clauses pour pouvoir utiliser ces contenus? Voilà. C'est effectivement pas cher, mais c'est quand même le service qui rentre parce qu'ils comptent sur la volumétrie et eux, ça ne leur coûte non plus pas cher parce qu'ils ont en fait les infrastructures elles sont déjà rentabilisées pour eux, elles sont déjà mutualisées. Donc c'est ça aussi l'avantage du cloud, c'est de mutualiser avec tout le monde les coûts d'infrastructure. C'est pour ça qu'eux ne le font payer pas cher. Je ne l'ai pas dit pour la transformation des images. 1000 images, je crois que c'est $1. Ouais. Donc c'est rien du tout. C'est pas sur la sécurité. Eux, ce qu'ils vont faire, c'est un passe-plat. C'est-à-dire qu'ils récupèrent l'image, ils vont la mettre sur leur serveur qui est sécurisé, qui est pas disponible, y compris pour les employés Amazon, le transformer et le renvoyer à l'intérieur d'Alfresco et ce sera stocké dans Alfresco. C'est vraiment un passe-plat, ça ne reste pas à l'intérieur d'Amazon. Si on parle de la partie IA, ça reste... voilà, c'est vrai que ça alimente pas leur big data Non. Mais pourquoi ils font ça alors? En théorie. En fait, ce qui coûte beaucoup, c'est l'électricité, c'est toute cette partie-là, et puis l'industrialisation. Une fois qu'on l'a fait, si vous êtes capable de le faire, c'est sûr que ça ne sert à rien, mais en général, le mutualiser, et voilà. Eux, tout est optimisé par rapport à ça, donc c'est leur métier. Oui. Finalement, une question. Vous avez parlé du remplacement peut-être de Share progressivement par ADF. La fin de Share au moins, enfin support au moins jusqu'en 2020, mais plus précisément. 2021, ouais. 2021. Oui. Quand je dis support garanti jusqu'en 2021, ça veut dire qu'en fait, il est inscrit dans la version 6, qui est sortie en novembre, et cette version 6 de novembre 2018 est supportée jusqu'en 2021. Tant qu'il y aura la version 6, il y aura le Fresco Share. Voilà. Maintenant, dans 2 ans ou 3 ans, je ne peux pas me projeter. Je peux juste vous dire ça. Ça ne veut pas dire du tout qu'on planifie de le décommissionner en 2021. C'est juste qu'aujourd'hui, c'est garanti, c'est tout. Okay. Merci. D'autres questions? Sinon, bah, tu restes déjeuner aussi. Hein. Ils pourront te solliciter. Je vois ce que tu veux dire. Concernant Insight, c'est moi. Concernant Insight, est-ce que c'est inclus du coup nativement ou c'est un surplus de licence? Alors, il y a une option qui existe, que vous avez peut-être déjà, et qui s'appelle... c'est a changé de nom, mais c'est le fait de mettre le serveur Solar sur une autre plateforme. C'est-à-dire de décharger le service d'indexation. Il doit s'appeler Search. Si vous avez cette option... Il change souvent de nom en ce moment. Comment? Oui. Search, cette option-là, permet d'avoir Insight Engine déjà inclus. Si vous n'aviez pas de gros besoins de Search et donc que vous n'aviez pas cette option-là, ce n'est pas inclus, c'est un coût supplémentaire. Voilà. Mais vous l'avez peut-être déjà, en fait. Ouais. C'est pas dans le module de base, quoi. C'est pas dans ACS. C'est pas dans ACS de base. Oui. Oui, juste quel impact pour les collectivités l'externalisation du transformateur en PDF? Si vous restez sur les mêmes versions, il n'y a pas d'impact. Si vous commencez à passer à Alfresco 6, c'est que sur le serveur, vous aurez une nouvelle application. Si vous restez un petit peu avec l'ancien déploiement Tomcat que vous installez vous-même, vous avez une nouvelle application dans votre serveur Tomcat. Concrètement, c'est juste ça. Maintenant, si vous voulez aller plus loin, c'est installer un nouveau Docker et un nouveau conteneur Docker. En termes de licensing, c'est pareil, du coup, ça c'est intégré dans ACS. Oui. Je pense que la question elle était là aussi. Oui. C'est vrai qu'aujourd'hui, c'est une fonction native de la partie content, quoi. Ouais. Et c'est un déploiement Docker. Aujourd'hui, il est en déploiement Docker. Ouais. Et l'ancien Transformation Server qui est basé sur Microsoft, il est maintenu ou pas? Je ne saurais pas vous dire. Je pense qu'aujourd'hui, il est toujours dedans. Voilà. Maintenant, c'est plutôt le sens de l'installer. Celui-là, c'est une option. Hein. L'option payante pour passer sur la transformation Microsoft. Ouais, alors... Non, celui de... Je pensais que vous parliez de celui qui était à l'intérieur. Non, celui-là est remplacé par le nouveau.
D'accord. Ouais. Il n'y a plus qu'un seul module, du coup, qui... Oui. Ouais, alors, oui. Non. Pour être précis, vous avez un module de transformation à part qui est l'option et qui va être remplacé par celui-ci, qui est toujours payant. Donc, il y a toujours une option de module payant. Maintenant, le fait de l'externaliser en soi... là, ce que je vous ai montré, c'est la transformation PDF, Apache Tika, LibreOffice. Celle-ci est inclue, elle reste dedans dans le prix. Maintenant, si vous voulez avoir le module payant, il reste payant, et c'est juste qu'il sera déployé via ces nouveaux conteneurs. Et lui rajoute la transformation Word, et puis d'autres transformations. Et il améliore le rendu sur les outils Microsoft. Voilà, il y a plus de transformations. Kevin ? Oui, je voulais juste savoir, en termes d'accompagnement, Atoll, comment il se positionne actuellement, on déploie beaucoup sur du share, vos modules également. Nous, on est en 5.1, on doit aller en 5.2. Il y a la 6.0 où il y a des gros changements, les interopérabilités avec les éditeurs. Et là, j'entends ADF, c'est ça ? Ouais. Moi, ça me fait peur. Au niveau collectivité, en termes d'accompagnement, là-dessus, Atoll, en termes de roadmap, c'est dans le temps, on est d'accord, mais c'est vrai qu'il faut être sensibilisé, nous, dès maintenant, je suppose, là-dessus. C'est pour ça que le projet qu'on a présenté ce matin, WebNote, du coup, est déjà développé en ADF. L'idée, après, comme l'a dit Jonathan, on est un peu au milieu du gué, quoi, parce qu'aujourd'hui, la digital platform, l'interface, c'est encore pas au niveau d'Alfresco Share, quoi. Il manque encore pas mal de choses dedans, quoi. Donc, nous, après, c'est le travail sur les modules, parce qu'il y a ADF, il y a aussi APS. Donc, il va y avoir un travail sur nos modules de migration pour les faire passer demain à la nouvelle plateforme. Mais ça ne se fera pas du jour au lendemain, quoi. Il va falloir étaler ça dans le temps en fonction... Oui, non, mais au-delà, en plus du socle Alfresco, il y a tout, on parlait d'interopérabilité avec les applications métiers. Et c'est plus ça qui me fait peur presque, parce qu'il faut que ça joue le jeu de chaque côté. Après, sur l'interopérabilité avec les applications métiers, si on prend le cas de Grand Angle, par exemple, on utilise beaucoup les API, et ça, Alfresco, je veux dire, en termes d'API, c'est justement le point fort, quoi. On aura toujours ces capacités d'interagir avec des solutions tierces, quoi. C'est plus le remplacement du frontal, quoi, du coup, qui aujourd'hui devrait évoluer de Alfresco Share qu'on utilise en frontal aujourd'hui à d'autres applications demain pour le front utilisateur, quoi. Les API restent les mêmes. Alfresco Share utilise les mêmes API que Alfresco ADF. Donc ça, c'est exactement la même chose. C'est juste le bouton, en fait. C'est pas mal ma réponse pour un non-technicien, quand même. Merci.